Bonjour à tous. On va donc commencer. Il est midi et 3. Merci beaucoup d'être avec nous ce midi. Ça me fait plaisir de vous accueillir. C'est notre premier webinaire de notre série Destination Modernité qui vise chez GEMAPAS à vous familiariser avec des enjeux qui touchent au transport en commun et à l'aménagement du territoire pour favoriser la mobilité durable dans nos municipalités, nos villes, nos communautés. Et donc, sans tarder, je vous parle un peu du déroulement du webinaire d'aujourd'hui. Tout d'abord, c'est normal que vos micros soient fermés, que vous pouvez ouvrir vos caméras et sachez que le webinaire est enregistré, il sera disponible plus tard sur nos plateformes. Donc, une petite présentation brève de la campagne, vous la connaissez sûrement, mais GEMAPAS, c'est une campagne de soutien au réseau structurant de transport en commun. On a été lancé en 2019. C'est à la fois des citoyens et citoyennes, comme vous êtes sûrement, qui affichent leur désir de voir se réaliser le réseau structurant et le tramway de Québec, mais également des organisations, des institutions, des commerces qui affichent leur soutien au projet. Et donc, on est bien fiers aujourd'hui de pouvoir vous accueillir là, pour parler des enjeux plus spécifiques à la fois de desserte des banlieues dans un réseau structurant de transport en commun et de la notion de réseau structurant parce qu'on sait qu'on en parle beaucoup, mais que souvent, on peine à avoir les termes, les définitions. Donc, on voulait vous offrir une séance aujourd'hui pour éclaircir ces termes-là avec vous. Évidemment, plusieurs d'entre vous le savez sûrement, on est une initiative indépendante, conjointe de différents groupes engagés qui ont démarré GEMAPAS en 2019, que vous voyez à l'écran. Et ce webinaire-là aujourd'hui de la série Destination Modernité, c'est une première. On espère pouvoir en faire d'autres. Donc, après la séance d'aujourd'hui, si jamais vous avez envie d'écrire au 2026@gemapas.org pour nous soumettre des idées, des sujets que vous voudriez voir approfondis, n'hésitez pas, ça va nous faire grand plaisir. Un petit rappel de la carte que vous pouvez procurer qui constitue un laissez-passer pour votre premier passage en avant-première dans le futur réseau structurant en 2026, qui vous offre des rabais suspendus pour l'instant chez les commerces participants en raison de la COVID-19, mais qui reviendront éventuellement, je l'espère, lorsque nous sortirons de tout ça, et une invitation aux célébrations des moments clés de la réalisation du réseau structurant. Pour aujourd'hui, on va y aller en 3 temps. On va commencer par des présentations, donc de nos 2 présentateurs invités. Tout d'abord, M. Derym, qui est chargé de projet en recherche chez Accès Transport Viable et qui s'intéresse aux stratégies territoriales et à l'urbanisme opérationnel et qui est ici pour nous parler de la notion de réseau structurant de transport en commun. Puis ensuite, une présentation de M. Villeneuve, qui est professeur adjoint à l'ESSAD, à l'Université Laval, et qui s'intéresse aux politiques publiques de transport, à la mobilité, et qui est ici pour nous parler plus spécifiquement des enjeux concernant la desserte des banlieues dans les réseaux structurants avec des exemples, notamment là, tirés de l'international. Donc, on va faire ces 2 présentations-là. Pendant toute la durée de la présentation, je vous invite à vous rendre dans la section « Converser » pour poser vos questions. On va les prendre en note et à la fin de la séance, on va se prévoir en 15 minutes pour poser toutes vos questions aux présentateurs qui vont pouvoir y répondre. Évidemment, si vous avez des questions plus spontanées, des petites questions, là, une adresse courriel, une mini-question, on pourra y répondre tout au long de la présentation, mais sinon, on va garder les questions pour la fin. Enfin, on vous rend dès maintenant en ligne dans le Zoom un sondage si vous voulez le remplir pour nous aider à vous connaître. Vous êtes qui? Vous résidez dans quel coin de la ville? Est-ce que vous êtes déjà membre de GEMAPAS pour nous aider à connaître un peu mieux le public de notre webinaire? Je précise aussi que s'il y a des médias dans la salle, on ne prendra pas de questions médias pour nos présentateurs à la fin du webinaire. Par contre, si vous voulez contacter mon collègue Gabriel Côté à l'adresse partenaire@gemapas.org qui vous a contacté avec un avis aux médias, on pourra répondre aux questions d'éclaircissement et aux demandes qui pourraient survenir. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à M. Derym pour sa présentation sur la notion de réseau structurant. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être ici pour introduire la notion de réseau structurant de transport en commun. Je vais vous partager mon écran. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous le voyez bien? Super. Parfait. Donc, en fait, je vais y aller assez simplement sur le concept de réseau structurant à travers 2 volets. Donc, l'effet structurant
sur la mobilité et l'effet structurant sur l'aménagement du territoire. Et le lien entre les deux, entre ces deux volets, il sera plus développé par la suite par Dominique Villeneuve. Donc, je vais y aller d'abord avec un petit mot sur Accès Transport Viable. Donc, on est un organisme à but non lucratif qui a pour mission notamment de promouvoir les modes de déplacement actifs et collectifs dans la grande région de Québec. Donc, on a 30 ans cette année. Donc, je vous invite à aller consulter nos campagnes et projets sur notre site. Alors, pour commencer, je commencerai par une approche assez schématique avec une carte de réseau pour placer un petit peu les différentes notions autour d'un réseau de transport. Donc, vous reconnaîtrez peut-être ici le réseau de Montréal avec de nombreuses sections qui ne sont qu'en projet ou qui ne sont plus des projets. Je les utilise simplement ici pour illustration et pour illustrer les différentes composantes. Donc, dans les différentes composantes d'un réseau de transport, on a d'abord, à une toute petite échelle, une notion de maillon. Donc, un maillon, c'est une section d'une ligne de transport entre deux arrêts. Ensuite, on a une ligne, donc vous voyez en orange ici, qui est composée de l'ensemble des maillons avec les différents arrêts. Puis, on passe à l'échelle d'un réseau lorsqu'on parle de l'ensemble des lignes qui sont interconnectées, donc pour un même mode, mais aussi qui sont interconnectés avec d'autres modes de transport. Donc, on aurait pu ici, j'aurais pu faire apparaître aussi d'autres modes de transport comme le réseau de bus, par exemple. Et donc, le caractère structurant du transport en commun, il peut être attribué à un maillon, une ligne et un réseau. Donc, déjà, peut-être quelques éléments importants qui caractérisent un réseau dans sa forme. Donc, d'abord, on a la notion de maillage. Le maillage, ça désigne la densité de desserte dans l'espace. Ensuite, on a la notion de hiérarchisation des axes selon leur niveau de service. Donc, on peut faire l'analogie avec le réseau routier, par exemple, entre les autoroutes, les boulevards, les artères et les rues locales. Et on a aussi le principe de complémentarité. Donc, c'est le fait qu'un réseau, il offre plusieurs options pour se rendre d'un point à un point B. Donc, plusieurs itinéraires. C'est ce qui permet notamment, lorsqu'il peut y avoir un bris sur une ligne ou sur un maillon, de pouvoir prendre facilement un autre itinéraire. Et donc, ça rend le réseau résilient. Donc, je vais poursuivre avec ce qu'on entend par l'effet structurant d'un réseau sur la mobilité. Donc, pour simplifier ici, je me place à l'échelle d'une ligne de transport en commun. Donc, qu'est-ce qu'une ligne de transport en commun structurante? C'est une ligne qui offre un service suffisant pour remplir la majeure partie des besoins de mobilité de ses usagers. Et la conséquence de cet effet structurant-là, qui témoigne de cet effet, c'est que son achalandage, il représente une partie significative des déplacements effectués dans un corridor urbain. Donc, on voit bien ici, vu qu'il y a la notion de service suffisant, ça va forcément dépendre un peu du contexte, de la densité existante et du nombre de déplacements existants. Mais on a quand même un ensemble de caractéristiques communes d'une ligne structurante qu'on regroupe sur le terme de haut niveau de service. Donc, vraiment, c'est la notion centrale autour de l'effet structurant sur la mobilité. Et ce haut niveau de service, il s'évalue selon plusieurs variables. Donc, la première de ces variables, c'est la vitesse commerciale importante. Donc, la vitesse commerciale, c'est la vitesse de déplacement d'un mode de transport avec le temps des arrêts compris. Donc, pour qu'on ait un haut niveau de service, on comprend qu'il faut qu'il y ait relativement peu d'arrêts. En général, on parle d'un minimum de 500 mètres entre deux arrêts pour que la vitesse commerciale soit intéressante en milieu urbain. Ensuite, on a la notion de fiabilité qui est très importante parce que c'est celle qui permet de limiter l'incertitude pour les usagers. On peut voir ça assez facilement à une échelle individuelle, la différence entre
faire un trajet de 45 minutes alors qu'on a prévu 45 minutes pour ce trajet, ou faire un trajet de 45 minutes alors qu'on avait prévu 30 minutes pour ce même trajet. Et donc, comment est-ce qu'on atteint cette fiabilité-là? Essentiellement, c'est en ayant un site propre pour un mode de transport en particulier. Et donc, un site propre, c'est notamment des voies dédiées. Ensuite, autre caractéristique d'une ligne de transport structurante, il y a une fréquence élevée. Donc, on estime, pour vous donner un peu une fourchette, un ordre de grandeur, qu'en dessous de 8 minutes de fréquence, les usagers n'ont pas nécessairement à consulter les horaires de passage, parce qu'on imagine que voilà, même si on rate un passage, le suivant va arriver assez rapidement. Et donc, au maximum, en heure creuse, en général, on est en dessous de 15 minutes de fréquence. Autre caractéristique, une bonne amplitude horaire. Donc, un service qui démarre tôt le matin, qui termine tard le soir. En général, il y a 4 ou 5 heures d'interruption de service maximum. Et enfin, la capacité. Alors, la capacité, c'est un peu particulier parce que elle n'influence pas tant le niveau de service en tant que tel, mais ça définit plutôt la limite haute de cette offre de service. Et en fait, on voit bien que lorsque le besoin dépasse la capacité, ça impacte tous les autres critères du niveau de service. Par exemple, si on a plus de bus que ce qu'une voie dédiée est capable d'absorber, on va avoir des bus en file, une congestion au niveau des bus, et ça va affecter la vitesse commerciale et la fiabilité notamment. Et donc, ce à quoi il faut vraiment faire attention, c'est que un mode et sa capacité, ils ne sont jamais structurants en soi, mais que cet effet structurant, il dépend du contexte urbain, de l'arrimage avec le reste du réseau notamment. Et donc, pour résumer sur cette notion de haut niveau de service qui permet le caractère structurant, l'effet structurant d'une ligne, c'est ce qui fait que c'est le mode de déplacement facile et par défaut dans un corridor d'urbanisation. Alors, lorsqu'on passe à l'échelle d'un réseau, on ne peut pas avoir un haut niveau de service partout. Donc, on doit souvent faire des arbitrages entre achalandage et couverture. Donc, c'est ce que je vous ai illustré ici. Donc, on est bien sûr sur des modèles types, mais c'est pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se joue et les choix qui se jouent. Donc, le fort achalandage à gauche, c'est la logique d'un réseau structurant avec des axes forts, avec les caractéristiques que je vous ai présentées précédemment. Et ce qu'on peut rajouter, c'est qu'il y a une meilleure attractivité par rapport à la voiture, du fait de la vitesse commerciale notamment. Et par contre, il n'y a pas ou moins de services dans certaines zones. A contrario, dans le modèle avec une couverture forte, c'est plutôt une logique de desserte, une logique de service public universel, avec un minimum de services qui est accessible à tous et à toutes. Donc, ça peut prendre la forme d'un bus pour chaque quartier, par exemple. Et en termes d'organisation spatiale, c'est une forme d'organisation spatiale, mais qui est peut-être moins hiérarchisée et structurée. Donc, on comprend bien que les bons choix, ils sont en général quelque part un peu entre les deux et adaptés au territoire. Je vais passer sur l'autre volet de l'effet structurant, qui est l'effet structurant sur l'aménagement. Donc, on peut le voir à plusieurs échelles. On a l'effet structurant sur le réaménagement urbain, qui est directement autour des lignes de transport en commun. Mais ça peut être aussi à une échelle plus générale de l'organisation du territoire. Donc, notamment dans les zones de desserte autour des arrêts. Donc, pour vous donner encore un peu un élément d'entrée, en général, la distance maximum qu'on considère pour une aire d'influence d'un arrêt ou d'une station, c'est 800 mètres maximum. Donc, je vais passer assez rapidement sur cet effet structurant sur l'aménagement.
Donc, quels impacts structurants a une ligne de transport sur l'aménagement? J'ai déjà commencé à vous en parler. Ça a un impact d'abord sur l'aménagement de l'espace public. En surface, notamment, ça permet de répartir, de réorganiser l'espace qui est disponible pour chacun des modes sur l'espace public, là où le mode ou la ligne de transport en commun traverse le tissu urbain. Un deuxième élément, c'est que ça a un impact sur les choix de localisation. Donc, ça peut être les choix de localisation résidentielle où j'habite, puis avec un calcul sur les distances de déplacement qu'on peut tous faire lorsqu'on réfléchit à où est-ce qu'on va habiter. Mais ça peut être aussi les choix de localisation professionnelle, une entreprise, une institution. Enfin, il y a des impacts sur la densification. Donc ça, c'est le pendant offre immobilière des choix de localisation. Donc, on a une certaine densification des activités autour des stations. Donc, une de ces formes, c'est le fameux TOD, donc Transit Oriented Development, qui sont des quartiers développés autour des stations avec des caractéristiques de mixité d'usage et de marchabilité. Et enfin, il y a aussi une fonction et un effet de repère spatial, donc pour tous les usagers et usagères de la ville, parce que donc ça participe de l'identité des espaces traversés. Et juste pour finir là-dessus, l'effet structurant d'un réseau de transport sur l'aménagement, il explique en grande partie souvent les bonnes surprises qu'on peut avoir sur l'achalandage. L'achalandage réel qui est souvent supérieur aux estimations. Et pourquoi est-ce qu'on a souvent ces bonnes surprises-là? Parce que, en fait, déjà, on parle de comportement humain. Donc, c'est pas, on n'est pas des gouttelettes d'eau avec le même nombre de gouttelettes d'eau au départ qui devront juste passer dans des tuyaux. Quand on parle des besoins en mobilité, ce n'est pas quelque chose de fixe et c'est influencé par l'offre de transport disponible. Donc, pour terminer, je vais peut-être balayer trois exemples un peu pour essayer de faire atterrir le concept et pour jouer un peu sur les différentes caractéristiques et critères que j'ai évoqués pendant la présentation. Donc, en commençant par le métro à Montréal. Donc, le métro à Montréal, c'est quoi? Ses caractéristiques comme réseau structurant. Alors, sur le premier aspect, c'est que c'est un réseau qui a moins d'impact sur tout le volet requalification urbaine, on entend bien, vu qu'on est en souterrain, et donc il est moins structurant pour les autres modes durables en surface. Par contre, c'est un réseau qui est très fiable et capacitaire. Pour aller à l'exemple suivant, donc du tramway à Bordeaux, donc là, vraiment, le gros avantage et le point fort des impacts sur l'aménagement, c'est la requalification urbaine. Ça a vraiment été un véhicule très important de requalification, notamment du centre-ville de Bordeaux. Et donc, il a été aussi très structurant pour les autres modes en surface, puisqu'il y a eu des réaménagements d'ampleur qui ont été entrepris. En revanche, le point faible du côté structurant de ce réseau, c'est peut-être la fiabilité dont on se rend compte aussi aujourd'hui, notamment parce qu'on a quand même beaucoup de sites banals, donc c'est-à-dire où la voie de tramway est partagée avec d'autres modes, ce qui impacte la fiabilité. Et c'est juste pour faire un parallèle avec le projet de Québec, c'est moins le cas dans le projet à Québec, étant donné qu'on a une plateforme surélevée sur la majorité du parcours. Et enfin, je voulais vous mentionner le réseau du Transmilenio à Bogota, donc qui est en fait une toile de voies dédiées de bus qui a été mise en œuvre à l'échelle de toute l'agglomération de Bogota dans l'idée d'attendre un métro. Donc, il y a eu la logique de couverture et en même temps avec des axes assez structurants puisqu'on a des voies dédiées. Donc, de quoi on se rend compte?
l'effet sur la requalification urbaine, il est assez faible. La capacité, étant donné qu'on parle de bus, est assez faible également et atteint rapidement des limites. On a, sur l'illustration que je vous ai mis, des bus qui font la file. Hein. Ça peut nous faire penser à la problématique des métrobus sur la colline parlementaire, et notamment parce qu'on a un peu des goulots d'étranglement sur le passage des bus dans les axes les plus achalandés et névralgiques du centre-ville. Donc, j'en ai terminé pour ces exemples-là. Et pour ma présentation, je vous invite à aller sur le site collectivitéviable.org si vous voulez aller plus loin sur cette notion de réseau structurant. Merci beaucoup. Je pense que c'était une très belle mise en bouche pour mieux comprendre la notion de réseau structurant. Je vous rappelle que vous pouvez toujours aller dans la section Converser s'il y a des éléments que vous souhaitez approfondir ou des liens que vous aimeriez qu'on fasse avec le projet de réseau structurant de transport en commun de Québec. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Ça nous fera plaisir d'en discuter avec les présentateurs à la fin de leur présentation. Et donc, sans plus tarder, pour parler des enjeux de desserte des banlieues dans un réseau structurant de transport en commun, je passe la parole à M. Villeneuve. Alors, bonjour tout le monde. Merci à GEMAPAS de m'avoir invité à présenter dans cette conférence. Alors, moi, je vais vous discuter justement des enjeux de la desserte des périphéries dans un réseau structurant de transport en commun. Donc, le plan de ma présentation, je vais faire une petite mise en contexte en continuant un peu la discussion qu'on vient d'avoir avec Clément là, sur le lien entre transport et urbanisme, puis faire un petit détour vers la dépendance automobile qui nous permet de mieux comprendre ce lien-là. Ensuite, je vais parler des problèmes de transport en commun qui sont spécifiques à la périphérie, puisque c'était le sujet de la discussion dans les médias. Et ensuite, on va explorer une solution potentielle, le transport à la demande, avec un exemple là, tiré de l'Allemagne. Et finalement, des conditions de succès d'une desserte régionale liée à un tramway. Il y a des travaux scientifiques qui peuvent nous éclairer sur ça. Et puis la dernière question que j'aimerais aborder, c'est un peu la question du coût là, lié au projet de tramway. Donc, j'aimerais commencer en présentant le lien donc, entre transport et urbanisme, hein, parce que le système de transport, c'est lui qui vient structurer notre espace. Et l'urbanisme, les choix de où on va mettre les résidences, les commerces et tout ça, va influencer le système de transport, mais le système de transport va aussi avoir son influence sur cet aménagement-là. C'est évident que cette influence-là, elle est comme la boucle que je montre ici. Il y a une boucle de rétroaction entre les deux. Notre développement du territoire basé sur le système autoroutier comme le réseau structurant qu'on a maintenant, là, nous a donné une ville qui est étalée, qui nous oblige à faire de grandes distances pour aller travailler, pour aller aux études, pour aller magasiner, pour se divertir, avec un mode de transport qui, lui, dépasse là, par son niveau d'accessibilité tous les autres modes. Hein, c'est le char, évidemment. Mais on connaît les répercussions négatives de cet auto solo, hein, la congestion, la pollution atmosphérique et sonore, les accidents de la route, et j'en passe. Et donc, cette ville peu dense, avec des grandes distances, est aussi très coûteuse à desservir en transport en commun. Et donc, c'est là un peu le défi de servir là, ces secteurs plus périphériques. Et c'est quand même un phénomène qui est documenté scientifiquement. Puis on peut même faire le lien avec ce coût-là de cette desserte en transport en commun avec le phénomène de la dépendance automobile. Dans son livre fondateur, Gabriel Dupuis, un géographe français, nous présente la dépendance automobile comme un phénomène qui est à la fois social et spatial. Il considère en fait que la dépendance automobile ne trouve pas son origine dans nos villes ou dans nos banlieues, mais vraiment dans le développement d'un système automobile qui ne respecte pas aucune limite, soit de la ville ou de la banlieue. Et pour nous faire comprendre le mécanisme, il parle en fait d'une sorte de cercle vicieux. Donc, si on prend un ménage qui n'avait pas d'auto, puis tout d'un coup, on introduit l'automobile dans ce ménage, hein, il s'achète une auto, tout de suite, on va s'apercevoir qu'avec la possession de l'automobile, on va augmenter le nombre de déplacements à l'intérieur de ce ménage-là. On va se déplacer plus souvent qu'on le faisait auparavant.
Ensuite, on remarque aussi qu'il y a une augmentation des distances qui vont être parcourues dans nos déplacements. Et évidemment, si un ménage se procure une auto, bien, plus qu'il y en a qui le font, ça fait augmenter le nombre d'automobiles dans notre système de transport. Ce qui, lui, va nous mener, donc cette augmentation-là nous mène à la deuxième étape du cercle vicieux, qui est la circulation et la congestion. Il y a une croissance du nombre de véhicules qui peut devenir là, supérieure à la capacité d'absorption de notre réseau. Donc là, ça ne bouge plus, ça n'avance plus. Et pour pallier à ce problème-là, bien, si on ne va pas voir plus loin, on va augmenter la capacité de notre système routier. Donc, on va construire des nouvelles routes, on va faire des nouveaux tronçons d'autoroutes, on va ajouter des voies sur les autoroutes, on va augmenter la capacité routière. Mais malheureusement, en général, ça résout le problème complètement de façon temporaire. Ce n'est pas une solution efficace à long terme. Et cette solution-là, elle a des effets néfastes. Elle va nous mener à cet étalement urbain que je présentais un tout petit peu avant, qui va faire donc, ça va être plus facile d'avoir une utilisation foncière de vraiment faible densité parce que c'est facile de se rendre partout avec la voiture. Ça va mener au zonage résidentiel monofonctionnel, hein, où on a un endroit où on habite, un endroit où on travaille, un endroit où on étudie. Et ça va mener aussi à le développement de ces grands centres commerciaux là, qui sont vraiment juste aux jonctions des autoroutes et pas du tout accessibles autrement. Ça va faire ça qu'à un moment donné, une auto dans la résidence, dans le domicile, c'est plus assez. Ça en prend deux. Donc là, on va augmenter encore une fois le nombre de déplacements, on va encore augmenter le nombre de véhicules, ce qui va nous mener à une congestion encore plus accrue. Et vous voyez là le développement de ce cercle vicieux. Et malheureusement, lorsqu'on mise on met tous nos œufs dans le panier de l'automobile, bien, ça fait qu'il y a de moins en moins de ressources pour fournir des services de transport en commun et que c'est de plus en plus coûteux de le faire parce que ce système-là nous mène à cette faible densité. Donc, je voulais vous présenter juste une brève comparaison entre la ville de Strasbourg en France et la ville de Québec pour démontrer ça veut dire quoi ça en termes de comportement, la dépendance automobile à Québec. Donc, c'est basé sur une recherche que j'ai publiée en 2017. Puis, si on compare là, deux types de distances, on a en haut les trajets qui ont moins de 3 km. Moins de 3 km, là, ça se fait bien à pied, ça se fait bien en vélo. Et puis là, on a la comparaison entre les deux villes. Et tout d'abord, on remarque que pour ces trajets-là qui ont moins de 3 km, là, au niveau du pourcentage des trajets qui sont réalisés avec la mobilité active, donc soit le vélo ou la marche, on constate hein, qu'il y a une beaucoup plus grande partie de ces déplacements-là à Strasbourg qui sont réalisés à pied. Hein. Il y en a 42 %, tandis qu'à Québec, on parle de 21 %. C'est la moitié de ce qui se fait à Strasbourg. Ouais. Mais Strasbourg a investi dans les interfaces piétonnes pour sa ville, hein, développé une rue transversale que tu peux traverser la ville au complet en marchant, sans jamais être aux côtés des voitures. Donc, ça peut avoir un effet ça, sur ces comportements-là. Même chose pour le vélo, si on compare avec Strasbourg. Strasbourg, il y a 8 % des déplacements de moins de 3 km qui se font à vélo. À Québec, on parle d'un maigre 1 %. Encore là, Strasbourg s'est doté vraiment d'infrastructures pour le vélo. Il y a des vélos boulevards, il y a des pistes cyclables qui sont complètement dédiées à ce mode-là, des formes de sites propres. Eh bien, on voit que là, il y a une grande différence. Et donc, il y a un potentiel pour la mobilité active là, qui est sous-développé. Mais là, si on compare avec les trajets de plus de 3 km, bien là, on voit que, bon, le char est quand même encore beaucoup plus évident, là, beaucoup plus important ici, et que là, les différences s'estompent avec Strasbourg. Hein. Donc, on voit que c'est une grande majorité pour Québec, mais c'est quand même aussi important pour Strasbourg. Puis je voulais juste comparer, même avec les déplacements de 3 km, j'ai oublié de mentionner ce petit point-là. Ici, on parle là, à Québec de 67 % de tous les déplacements de moins de 3 km. C'est pas long, ce marché de 3 km, là, ou même 1 km hein, dans moins de 3. Là, il y en a quand même 67 % qui se font en auto, alors que ce n'est que 38 % à Strasbourg. Donc, si on accepte que les politiques de transport influencent l'aménagement du territoire et que l'aménagement du territoire influence les comportements dans le système de transport, alors on doit vraiment tenter de mettre en place une bonne coordination entre le transport et l'urbanisme. Et ça, c'est valable là, tant au centre-ville que dans la périphérie.
Et il y a vraiment donc une nécessité là, de faire cette coordination-là. Alors, quels sont les obstacles pour établir cette coordination-là? Premièrement, un des obstacles importants, c'est la complexité des problèmes qui va en augmentant. De plus en plus, les problèmes qu'on a à résoudre là, par nos politiques publiques ne sont pas simples. Même en administration publique, on appelle ça des problèmes pernicieux. On s'aperçoit que ces problèmes sont de plus en plus complexes et donc vont nécessiter des solutions qui sont aussi complexes et qui vont faire appel à plus d'un type d'instrument pour résoudre le problème. Et donc, on n'a qu'à penser à la pandémie de COVID-19 ces jours-ci. On voit que ce n'est pas facile de régler ce problème-là et que ça prend plusieurs acteurs avec plusieurs politiques différentes. Même chose si on pense au changement climatique. Donc ça, c'est un obstacle à la coordination parce qu'on ne sait pas nécessairement facilement comment résoudre le problème. Deuxième obstacle, le passé joue vraiment un rôle important dans le développement des politiques publiques. Les décisions du passé vont bloquer certains choix aujourd'hui. Ce n'est pas facile aujourd'hui de remettre un tramway dans la ville de Québec parce que dans le passé, on a décidé de se débarrasser de tous les rails et de toute l'infrastructure qu'on avait mis en place pour le tramway, pour les remplacer par des bus diesel. Bien, ce n'est qu'un exemple, mais ces choix-là vont bloquer notre facilité aujourd'hui de prendre d'autres solutions. Il y a aussi des différences culturelles entre les différents acteurs. Quand on parle d'un ingénieur, un urbaniste, un promoteur, un opérateur de transport public, on ne parle pas nécessairement exactement le même langage. Quand on utilise un mot, ça veut dire peut-être autre chose pour moi, et donc on a des difficultés à se comprendre. Et ces difficultés-là de communication font aussi partie des obstacles à la coordination. Et finalement, il y a toute la structure organisationnelle et la répartition des compétences. Qui est responsable de quoi? Qui peut prendre quelle décision? On parle souvent dans les administrations publiques de fonctionnement en silo. On a le département des transports puis le département de l'urbanisme. Puis, s'ils ne se parlent pas puis sont complètement séparés, on va avoir de la misère à faire cette coordination-là. Mais on peut aussi penser à la complexité des programmes en responsabilité partagée entre plusieurs niveaux de gouvernement. Une politique de transport régionale, ça implique le gouvernement régional comme la CMQ, le gouvernement provincial, les municipalités, même le fédéral qui vient fournir des fonds. Donc ça ajoute aux obstacles à la coordination. On n'a qu'à penser à l'exemple du gouvernement du Québec et de la Ville de Québec dans le réseau structurant qui ont des problèmes à se coordonner en ce moment. Ça semble évident dans les médias. Ou même un autre exemple, donc les différentes autorités organisatrices de transport sur le territoire de la CMQ qui peut-être auraient avantage à mieux se coordonner. Mais comme c'est des organisations différentes, c'est pas facile. On n'a pas que le réseau de transport de la capitale à Québec. Il y a aussi la Société de transport de Lévis. Il y a aussi d'autres acteurs plus en périphérie, comme le transport collectif de la Jacques-Cartier, qui va desservir Stoneham, Shannon, Lac-au-Port. Ça ajoute ça à la complexité de la coordination. Alors, c'est quoi les problèmes de mobilité particuliers à la périphérie, ce qui nous intéresse aujourd'hui? Il y a, premièrement, le gros bobo, la faible densité de la population. C'est vraiment un défi pour la mobilité, en tout cas avec les transports collectifs et les transports actifs, parce que comme tout est loin l'un de l'autre et qu'on n'a pas beaucoup de densité, c'est loin pour aller à l'épicerie, c'est loin pour aller à l'école, c'est un problème pour la mobilité. Il y a aussi un vieillissement de la population dans ces endroits-là où c'est encore plus difficile lorsqu'on perd ses moyens parce qu'on n'a pas trop d'alternatives que la voiture pour se déplacer. Ce qui m'amène à mon prochain point qui est le fait qu'il y a peu ou pas de transport collectif dans ces secteurs-là plus périphériques. Ça laisse une certaine partie de la population vraiment sans aucune autre alternative. On n'a qu'à penser justement aux personnes âgées, mais aussi aux jeunes qui n'ont pas encore passé le permis de conduire, aux personnes qui souffrent d'un handicap ou aux personnes qui n'ont pas les moyens financiers de posséder une auto. Dans ces cas-là, si on habite en périphérie, c'est un problème de ne pas avoir d'alternative. Puis, comme je parlais de la dépendance automobile, en fait, la forte dépendance automobile de ces zones périphériques-là est principalement liée au manque de flexibilité du transport en commun par rapport à la voiture. C'est tellement plus facile de juste prendre l'auto puis de se rendre quelque part sans avoir à planifier nos déplacements. Ça vient renforcer la dépendance automobile. Mais c'est la dépendance automobile qui fait que c'est impossible de fournir des transports en commun dans toutes ces zones-là. Parce que
ça augmente les coûts de fourniture là, de ces transports en commun, puisqu'il y a peu d'usagers sur un grand territoire peu dense. Donc ça, c'est les problèmes là, qui sont particuliers à la mobilité en périphérie. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'offre de transport collectif en banlieue? Bien, il y a une solution qu'on pourrait se permettre d'explorer, c'est le transport à la demande. Puis on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment une solution viable? En fait, c'est ce que propose le réseau de transport de la capitale pour cet été, hein, dans certains secteurs là, plus périphériques de la ville de Québec, avec son offre de Flexibus. Donc là, je vous invite avec moi à partir de Québec. On s'en va ensemble en Allemagne, plus précisément à Goslar-Göttingen, dans la partie sud-est de la Basse-Saxe, donc vraiment au centre de l'Allemagne. Et j'aimerais vous présenter les résultats d'une étude où on a mis en place un tel système de transport à la demande. Juste avant, je regardais mes diapos, puis j'ai lu ici le slogan du EcoBus, hein, c'est Sie sind die Haltestelle. Et bon, je baragouine un peu l'allemand, j'ai habité là-bas. Ce que ça veut dire, je trouvais ça intéressant, ça veut dire « vous êtes l'arrêt d'autobus ». Et c'est ça, en fait, ça peut résumer tout le concept là, du EcoBus, c'est que le bus, il vient te chercher où tu es quand tu en as besoin. Donc, c'est quoi le transport à la demande? On peut situer le transport à la demande là, dans à peu près entre un autobus régulier et un taxi. Ce n'est pas un taxi, mais ce n'est pas un autobus, c'est un genre de taxi-minibus partagé. Okay? Donc, c'est un véhicule où on a plusieurs passagers potentiellement qui vont aller dans différentes destinations. Mais contrairement au transport en commun conventionnel avec des autobus réguliers, le transport à la demande est souvent exploité sans horaire et sans itinéraire fixe. Donc, il ne vient pas à telle heure, à tel endroit, il est plutôt à la demande, évidemment, comme le nom le dit. Il y a plusieurs chercheurs qui ont vraiment trouvé que ce transport à la demande était le plus adapté là, pour des zones périphériques. Alors, c'est intéressant que le RTC mette en place un projet là, sur le territoire plutôt périphérique de la Ville de Québec. Mais est-ce que dans quelle situation est-ce que c'est approprié d'offrir justement un transport à la demande? Donc, si on se fie à la littérature scientifique, les auteurs nous rappellent qu'il est important de comprendre vraiment la configuration régionale de la demande en transport et lorsqu'on implante le transport à la demande, de vraiment mettre l'emphase dans des zones où il y a une faible demande pour le transport en commun. C'est là que ça peut vraiment apporter une solution viable. En plus des niches régionales, de ces endroits-là où il y a moins de demandes dans notre région, les transports à la demande peuvent aussi s'appliquer à l'inverse sur des périodes spécifiques de demande où la demande de mobilité est réduite. Par exemple, on pourrait mettre un système en place là, pour d'un service de nuit pour les travailleurs essentiels. Ça pourrait être une autre application du transport à la demande. Donc, le projet pilote d'EcoBus dont je vous parle, c'est un projet qui a duré pendant 6 mois, de août 2018 à février 2019, donc à Goslar-Göttingen. Il y avait 8 minibus avec un service 7 jours sur 7, un horaire quand même assez étalé, hein, une bonne amplitude horaire. 3 modes de réservation. On pouvait prendre une application mobile sur notre téléphone intelligent, un site Internet ou un centre d'appel. Et le temps de trajet moyen dans ce système-là variait entre 19 et 25 minutes. En raison du nombre limité d'autobus, de minibus qu'il y avait, le système a quand même accumulé des retards importants là, dans son horaire qui a peut-être entraîné des annulations là, au niveau des passagers. Donc, ça a été une bonne expérience, mais tout n'est pas nécessairement concluant. Quand est-ce que le système a été utilisé? Bien, on voit que le système a été utilisé vraiment tout au long de la journée, mais un peu peut-être moins le soir et avec vraiment un pic de service là, entre 16h et 18h là, à la fin de l'après-midi. Et l'autre graphique nous montre de quelle façon là, on a fait la demande du EcoBus. Donc, on constate là, que l'app, ça a été la source principale des demandes qui ont été soumises via l'app a été la demande principale. Ensuite, il y a quand même une part constante tout au long du projet en vert qu'on voit pour le centre d'appel. C'est à peu près 15% des demandes. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle là, dans le contexte parce que ça coûte cher d'offrir un centre d'appel. Donc, on voit que oui, il y a une demande, mais c'est quand même limité. Donc, on n'aura pas besoin d'avoir une tonne de téléphonistes pour réussir à offrir le service.
Les conclusions de cette expérience, ça met à jour l'existence de couloirs là, de déplacement qui sont décisifs. Là. Même à l'intérieur des zones périphéries, on voit qu'il y a des centres régionaux, il y a des destinations qui sont plus fréquentes. Et les auteurs ont prouvé que dans cette grande expérience, là, dans la configuration du transport à la demande qui était entièrement flexible, on a quand même pu trouver des axes structurants à ce niveau-là qui se sont formés. Donc, par contre, on s'est aperçu que l'écobus a fait concurrence à l'autobus régulier. Donc, ça, c'est un problème qui est apparu et qu'il faut vraiment éviter. Et donc, la principale implication là, pour un futur système de transport à la demande, c'est vraiment la nécessité de restreindre là, de façon spécifique l'aire de service, parce que, justement, il y avait des parcours de bus dans leur aire de service, eux, et c'est là qu'ils se sont aperçus qu'il y avait une compétition avec le parcours d'autobus. Donc, il faut s'assurer que le transport à la demande vienne compléter plutôt que remplacer le transport conventionnel en autobus. Il y avait un problème vraiment important aussi de lien entre ce transport à la demande et les parcours qui, eux, ont un horaire. Hein, c'était frustrant. Parfois, le écobus arrivait à un arrêt de bus où le passager devait se rabattre pour aller plus loin, quelque part dans le réseau traditionnel, mais il venait juste de manquer le bus, puis il repassait dans 30 minutes ou 40 minutes. Bien là, ça, ce n'était pas évident. Et ça demeure un problème là, sur lequel il faudra se pencher. Peut-être que si on envoie ces passagers-là plutôt sur un système où il y a une plus grande fréquence, hein, Clément en parlait, disons, quelque chose autour de 8 minutes. Quand le bus il part à toutes les 8 minutes, bien, ce n'est pas grave si tu l'as manqué, tu vas prendre le suivant, puis tu n'as pas besoin, c'est beaucoup plus flexible. Donc, peut-être qu'il faudrait se pencher sur ça. Mais ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a quand même une acceptation sociale là, par les clients d'un service de transport à la demande qui était innovant, totalement flexible, parce qu'il y a eu une augmentation tout au long du projet là, du nombre de passagers transportés. Et que donc l'application d'un service de transport à la demande dans un milieu rural, c'est réalisable d'un point de vue technique. En tout cas, eux, ils l'ont fait pendant cette période de 6 mois. Donc, un transport à la demande en région périphérique, ça permet de résoudre les problèmes d'une société vieillissante. Hein. Ça offre aux personnes qui sont en moins bonne capacité là, de se déplacer un système qui peut répondre à leurs besoins. Ça permet de réduire les divergences entre les régions périphériques et les régions centrales au niveau de l'offre de services et ça donc permet de réduire l'impact environnemental du transport individuel motorisé. Les expériences avec d'autres systèmes de transport à la demande prouvent la difficulté de la viabilité financière parce que ce n'est pas évident, compte tenu de la faible demande des coûts de transport, des coûts du personnel, pardon, ça demeure problématique. Peut-être que le déploiement de véhicules autonomes dans un futur éloigné là, pourrait changer encore une fois la donne et rendre ce service-là vraiment plus économe. Ça reste à voir, mais ça demeure quelque chose qui était coûteux. Puis je vais juste un peu expliquer la photographie. En fait, je reviens à mon Sie sind die Haltestelle, vous êtes l'arrêt d'autobus. Donc, c'est ce qu'elle démontre, la jeune dame, parce que en fait, ce symbole-là, ce n'est pas parce qu'il y a un hôpital et ce n'est pas un héliport, c'est le logo pour dire que c'est un arrêt d'autobus. Hein, c'est la Haltestelle. Donc, voilà, ça explique un peu la photo. Donc, la dernière partie de ma présentation, je me suis demandé, mais c'est quoi les conditions de succès d'un tramway dans une ville moyenne? Une ville comme Québec. Là. On n'est pas Paris, on n'est pas Toronto, on est Québec. C'est quoi qui fait que ça marche? Et encore une fois, je me suis penché là, dans les recherches, puis je vous présente les résultats d'une étude de Kotos et Taxanowski, qui c'était en Europe, mais des villes moyennes d'Europe. Donc, ça peut un peu s'appliquer ici. En tout cas, on peut s'en inspirer. Donc, de l'avis de ces auteurs, il convient vraiment d'envisager l'introduction d'un tramway dans des villes moyennes afin de fournir un système de transport là, qui est efficace, qui est respectueux de l'environnement et qui est une alternative intéressante à la voiture privée. Le tramway pourrait devenir un instrument important qui permettrait d'améliorer la situation économique et l'image des villes. Mais il y a des conditions qui font que ça marche dans certains endroits puis que ça ne marche pas ailleurs. Donc, ces conditions-là, premièrement, il faut introduire le tramway dans une politique cohérente de réseau structurant. Si on se penche sur le projet proposé là, par la Ville de Québec, le RSTC,
devant le BAP, ben, c'est le cas. Hein? C'est vraiment, on l'a vu, c'est un réseau structurant. Il y a une bonne colonne vertébrale qui sera le tramway, puis il y a d'autres services qui vont s'y rattacher. Donc, ouais, là, c'est bon. Ensuite, il faut imposer des limites au transport individuel, notamment dans les centres-villes. Dans le cas présent, alors là, on veut vraiment limiter les voitures au centre-ville. On dit que ça, c'est un gage de succès d'un système de tramway. Dans le cas présent, oui, il y a certaines limites qui ont été imposées. Hein. Il y a des endroits où on va piétonniser certaines rues pour faire passer le tramway. On va des intersections qui vont être moins faciles pour la voiture, mais on n'a pas pensé de façon cohérente sur toute la ville, comment faire pour limiter. Qu'est-ce qu'on va faire avec la politique de stationnement? Il semble manquer un peu de travail de ce côté-ci là, pour avoir toutes les conditions du succès. Prochaine condition, c'est la mise en œuvre d'une politique de communication qui est cohérente. Encore là, ce n'est pas si mal, je donne la note de passage, mais ce n'est pas parfait. Hein? Il y a eu des ratés au niveau du projet RSTC. Hein? Tout le monde a été surpris lorsque l'équipe de projet a présenté au BAP quelque chose où on avait retiré les trambus, on a retiré les liens mécaniques, puis on se demandait pourquoi. On a tous appris ça à ce moment-là. Donc, il y a des difficultés de communication. Je ne donne pas une note très négative parce qu'il y a quand même eu beaucoup de consultations publiques sur les dernières années là, à propos du projet, mais il y a quand même quelque chose à améliorer de ce côté-là. Ensuite, la recherche nous dit que ça prend une bonne organisation de l'ensemble du système de transport public, non seulement au niveau des villes individuelles, mais dans la zone urbaine dans son ensemble. Donc, là, oui, hein, on a vraiment fait un effort pour réorganiser le système de transport là, de façon cohérente tout autour, mais il pourrait encore avoir des améliorations. Là, ça, je le consens. Ensuite, on dit que ça prend l'intégration complète du système de transport au sein des autorités de transport intégrées. Encore là, hein, je disais, il y a toute cette difficulté de la coordination entre les différentes autorités organisatrices de transport. Bien, ce n'est pas réglé ce problème-là. Hein? Oui, il y a un type de transport métropolitain, mais ce n'est pas facile juste de dire je pars de Lévis puis je vais à Québec ou je pars de Stoneham puis je vais à Québec en transport public. Ce n'est pas encore évident. Donc, il y a moyen de travailler plus fort sur ça. Et finalement, une dernière condition de succès, c'est que le nouveau tramway devrait être le pilier central d'un réseau de transport en commun. Et ça, bien, dans le RSTC tel que proposé au BAP, moi, je trouve que ça répond vraiment à cette condition de succès-là. Donc, il y a un gros potentiel. Ce n'est pas parfait, mais il y a des bonnes conditions pour le succès. La deuxième question dans tout ça, c'est est-ce qu'on en a pour notre argent? Parce que c'est un énorme investissement, hein, 3,3 milliards de dollars, le plus grand projet de l'histoire de notre ville, mais on part de loin. On n'en a pas, nous, d'infrastructures de transport en commun sur voie exclusivement réservée et physiquement séparée hein, des autres modes. Là. Le site propre, on n'en a pas vraiment à Québec. Donc, je vous ai mis une liste des projets de tramway qui sont récemment complétés ou présentement en cours au Canada et je les ai comparés avec le RSTC. Je note que dans ces villes-là, la seule autre ville qui n'a aucune infrastructure de transport en commun en site propre, c'est Mississauga. Les autres villes, ils ont déjà un réseau de tramway et eux, ils vont ajouter ou, en tout cas, ils ont déjà des sites propres et ils ajoutent des nouveaux services. Donc, on voit que notre projet est un peu dans le milieu, mais comme je disais, nous puis Mississauga, on part de loin. Donc, c'est un premier investissement. Là, je regarde le temps passé, je vais aller un tout petit peu plus vite. Puis, si par contre, j'ajoute les données sur le tracé, puis que là, je fais le calcul du coût au kilomètre, alors on voit que le réseau structurant de transport en commun se retrouve quand même plutôt dans le bas de l'échelle. Et ce n'est qu'un début, parce que dans les autres villes, sauf pour Mississauga, là, il y a déjà un transport. Hein. Je note qu'à Ottawa, là, dans cet exemple-là, eux, ils ont déjà approuvé là, une phase 2 à leur tramway de 44 km supplémentaires, 24 nouvelles stations avec un investissement de 4,7 milliards. Et ça, c'est leur phase 2. Mais évidemment, on voit l'importance des coûts là, pour les souterrains. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu venu plomber le projet de Québec. Hein. Je crois que c'est l'augmentation versus les estimations de ce qu'on avait estimé qu'allait coûter le tunnel versus ce qui coûte maintenant, qui fait la grosse différence. Mais on se retrouve quand même avec un projet qui n'est pas faramineux là, quand on le compare avec d'autres projets en cours de réalisation ou terminés ici au Canada.
Donc, je vous remercie de votre attention. Je vous présente les références que j'ai utilisées dans ma présentation. Si certains de vous veulent approfondir la question, puis voilà. Merci. Merci beaucoup. Je pense que c'était très instructif. Là, on a plein de bons commentaires dans l'outil Converser. Simplement pour vous dire, avant qu'on passe à la période de questions, qu'il y a un courriel de suivi qui va vous être envoyé et que vous aurez les présentations de M. Villeneuve et M. Derym dans le courriel qui va vous être envoyé. On vous donnera aussi un petit sondage de participation pour que vous puissiez nous donner des commentaires sur le webinaire. Donc, sans plus tarder, je passe aux questions qu'on a reçues. Peut-être retourner premièrement à la présentation de M. Derym. On avait une question de Réal Leblanc qui se demandait, là, tu présentais les différents modes de transport qui peuvent être envisagés et qui se demandait pourquoi le monorail suspendu ne fait pas partie des modes de transport qui étaient dans la présentation. Oui, je vais apporter peut-être plusieurs éléments là-dessus. Alors, il y en a toujours une diversité là, hein, de modes possibles. Ce qui est vraiment important, c'est, je trouve là, c'est de ne pas avoir le réflexe, je trouve qui est souvent un mauvais réflexe, de parler d'abord du mode avant de parler des besoins en déplacement. C'est d'abord la localisation d'une ligne structurante qui est le plus important, et ensuite on se pose la question de l'achalandage estimé et du mode qui doit permettre de répondre à ces besoins-là et à une augmentation de ce besoin-là à l'avenir. Sur le monorail suspendu, c'est juste pour faire un peu l'historique, là, c'est un mode hein, qui a été étudié pour le RSTC à Québec. Il y a eu des analyses comparatives là, qui ont été faites sur quel serait le mode lourd le plus pertinent pour la colonne vertébrale du réseau. Ce qui ressortait de ces analyses comparatives-là, c'était par HEC Montréal, là, je pourrais vous partager le document, c'est que ça pose notamment des questions en termes d'intégration urbaine. C'est assez évident d'un point de vue paysager, là, mais même en dehors du volet paysager, je trouve que c'est important de réfléchir à quel niveau est-ce qu'on place le réseau, une ligne structurante, un mode structurant. C'est un échappatoire des fois un peu facile de passer en souterrain ou de passer en aérien pour s'éviter de réfléchir peut-être plus profondément à une réallocation des modes sur espace public. Et là, le fait d'avoir un mode en aérien, on sait que ça amène une pénalité sur l'accès des piétons. Voilà, on sait qu'il faut monter ou il faut prendre un ascenseur pour accéder à un niveau distinct. Donc, c'est en termes de marchabilité globale, il y a quand même une pénalité sur le monorail qu'on pourrait avancer. Et ensuite, c'est une technologie qui a pas, sur laquelle on n'a pas énormément de retour d'expérience. Donc, moi, de ce que j'ai compris, c'était ça qui faisait qu'elle n'avait pas été retenue. Merci beaucoup. Je me permets d'ajouter à ce que M. Derym vient de souligner qu'en fait, il existe une panoplie de modes et c'est toujours des choix, des avantages, inconvénients de chacun d'entre eux. Et on le voit en ce moment à Montréal avec la construction du REM et les nouvelles phases qui sont annoncées du REM, qu'on annonce un mode aérien. Les gens sont contents qu'on ajoute du transport en commun, mais ça pose la question de l'aérien, est-ce que l'insertion urbaine dans la ville sera bonne? Puis d'autres disent, la vitesse commerciale sera peut-être plus intéressante. Donc, c'est un ensemble d'enjeux que nous présentait Clément qui font que les autorités publiques choisissent un mode ou l'autre, font les avantages et inconvénients. Je me rappelle avoir lu le rapport de HEC où on soulignait notamment la valeur patrimoniale de la Ville de Québec et la peur de venir nuire au paysage et au patrimoine en choisissant un mode qui serait aérien. Je me passe à une prochaine question qui portait plus sur la présentation de M. Villeneuve. Donc, Sophie Pressot qui nous demande, est-ce que notre climat plus froid peut expliquer en partie notre cours moins fréquent qu'à Strasbourg au transport actif sur de courtes distances? Est-ce que l'hiver et le climat ont un impact sur les recherches réalisées? Alors, pas dans ce cas-là, parce que les statistiques, c'est pour une journée typique d'automne.
Donc, ce n'est pas en période climatique et dans les deux cas. Là. On essaye d'exclure une période climatique intense. Évidemment, l'hiver, oui, ça rend la mobilité active plus difficile et ça a certainement un impact, mais ce n'est pas ça qui est représenté dans ces statistiques-là, c'est pour des journées typiques et pas pour l'hiver. Merci. Je passe à une prochaine question. Peut-être, M. de Riem, si vous voulez commencer. Quel est l'impact que peut avoir les stationnements incitatifs en périphérie sur l'adhésion aux services de transport en commun pour entrer au centre-ville? Donc, une question qui porte sur l'impact des stationnements incitatifs ou parcobus, puis peut-être que M. Villeneuve pourra compléter au besoin. Oui. L'enjeu des stationnements incitatifs et puis de leur succès, c'est vraiment un enjeu de captation du trafic automobile. On peut penser à la partie du secteur du terminus Legendre, là, où le terminus est localisé à proximité de l'autoroute, avec un stationnement incitatif important qui a été programmé à cet endroit-là. Donc, l'enjeu est quand même important là. C'est pas facile parce qu'il y a une pénalité importante à la correspondance là, dans les choix des modes et des usagers. Donc, il y a une pénalité forcément, puis on se représente tous là à aller se stationner à un terminus pour changer de mode de transport. Donc, c'est pas mal. Dans l'état actuel du développement de la ville de Québec, moi, je dirais que c'est un incontournable d'avoir ces stationnements incitatifs-là pour permettre aux personnes qui arrivent en automobile de pouvoir changer de mode, essayer l'expérience tramway, etc. Ce à quoi il faut faire attention, à mon sens, c'est que ces stationnements incitatifs-là ne prennent pas trop de place autour des stations. Pourquoi ? Un transport structurant, c'est avant tout pour développer des quartiers autour de la marche, autour des stations. Et on a un risque en donnant trop de place à du stationnement incitatif, notamment en surface, à enlever un petit peu toute l'intensité urbaine et l'intérêt d'aller vivre autour d'une station de transport en commun et de ne plus avoir besoin de prendre sa voiture. Donc, oui, c'est important, puis c'est stratégique, puis surtout à Québec, mais attention à ne pas leur donner non plus trop de place pour que des quartiers plus vivables puissent se développer autour des stations. On approche 13 heures, donc je vais me permettre de combiner les deux prochaines questions pour qu'on ait le temps d'approfondir les questions de tout le monde. Donc, peut-être pour M. Villeneuve. Ah, il y avait un point pour compléter. Allez-y. Oui. Alors, il y a quand même des recherches qui démontrent là, que ces stationnements incitatifs-là, ils ont une incidence positive sur l'utilisation des transports en commun, surtout si on revient là, sur le fait qu'on essaie de limiter l'espace de l'automobile en ville. Quand on combine ça avec une offre de stationnement incitatif, il y a clairement un report modal où les gens vont laisser la voiture là, pour ensuite prendre le tramway jusqu'au centre-ville. Et ça, c'est démontré. Il y a même en Suisse, là, le gouvernement suisse qui fait construire des stationnements à étages incitatifs en France pour éviter que les Français traversent en auto chez eux. Donc, il y a des bons effets. Je ne pense pas que les Suisses iraient investir chez leurs voisins s'il n'y avait pas des effets positifs. Merci beaucoup pour le petit point de complément. Donc, je combine les deux prochaines questions qui portaient toutes les deux sur le projet de transport à la demande. On a Alexandre Savoie-Perron qui se demandait est-ce que certaines propositions de TAD actuelles vont trop loin quant au retrait de certains parcours périphériques? Sa suggestion, c'est est-ce que le service devrait plutôt être offert dans d'autres secteurs où il n'y a pas de parcours de bus actuellement? Donc, une première question. Puis Nadia Aubin-Hort qui se demandait est-ce qu'on pourrait envisager que les réseaux cyclables sécuritaires puissent être vus comme ayant le même objectif que le transport à la demande, soit d'amener le client au réseau de transport principal? Ben, pour les deux, alors, est-ce que, oui, c'est vraiment un problème, là, la compétition entre le transport régulier en autobus et le système de transport à la demande. Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, là, je ne sais pas exactement comment va se déployer l'exemple du Flexibus à Québec, mais c'est définitivement quelque chose où il faut faire attention. Il ne faut pas que ça entre en compétition avec l'autobus régulier.
je ne peux pas aller plus loin dans ma réponse, malheureusement. À propos du réseau cyclable, oui, c'est une offre importante et il faut aussi développer la possibilité de se déplacer en vélo hors du centre-ville, évidemment. Par contre, le transport en commun répond aussi aux besoins justement des populations qui ont des difficultés de mobilité. Ce n'est pas évident pour la dame de 70 ans de nécessairement prendre le vélo pour aller au CLSC, mais un système de transport à la demande pourrait venir lui offrir une offre de transport qui en ce moment n'est pas évidente si elle n'a pas de voiture. Donc, il faut penser tout azimut. Il n'y a pas une seule et unique solution. Hein, puis il faut faire attention à justement la compétition entre les modes. Mais c'est des systèmes qui doivent être complémentaires, je dirais. Puis peut-être juste pour compléter là-dessus, ce dont on se rend compte, c'est souvent on a les mêmes usagers qui utilisent le transport en commun ou utilisent le vélo pour se déplacer pour des distances des fois similaires ou en fonction des déplacements. Ce qu'on appelle ce qui est important, c'est la notion de multimodalité, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir utiliser plusieurs modes de transport. Puis c'est vraiment ça qui permet de compétitionner l'usage de l'auto-solo. Donc, les aménagements cyclables, oui, pour rabattre sur les lignes de transport structurant et aussi pour tout simplement se développer en parallèle aussi des lignes structurantes de transport en commun. Merci beaucoup. Je vois qu'on a dépassé, là, il est rendu 13h05, donc par respect pour nos présentateurs, malheureusement, je vais devoir mettre fin à la période de questions. Par contre, on va prendre en note toutes les questions que vous nous avez posées et on va répondre là, avec des pistes de solutions. Donc, ceux dont les questions ne sont pas répondues, si vous voulez nous envoyer vos courriels dans le chat, ça nous permettra de vous répondre avec des pistes de réponse par courriel. Je veux prendre le temps de remercier M. Villeneuve, M. Derym pour leur présence aujourd'hui. Je pense que c'est extrêmement éclairant, puis une conversation qui nous permet vraiment d'aller approfondir les notions dont on entend parler des fois dans les médias et qu'on ne comprend pas le plein concept puis ce qu'il signifie. Donc, je vous remercie vraiment de votre présence. Je remercie aussi Gabriel Côté de l'équipe de GEMAPAS qui est en charge de la technique puis de l'organisation du webinaire d'aujourd'hui. Merci beaucoup, puis merci à notre équipe. Et enfin, on va vous envoyer un courriel de suivi aujourd'hui ou demain là, avec un petit sondage de participation. Donc, si vous souhaitez le remplir pour nous donner votre feedback, nous donner des suggestions et surtout, si vous avez des idées pour des prochains webinaires, on aimerait en tenir plusieurs de cette série-là. Donc, restez au courant par l'infolettre et on va pouvoir aussi prendre vos suggestions dans le courriel de suivi qui va vous être envoyé. Merci beaucoup tout le monde et passez une très belle journée.